Dans les rues brûlantes de Reynosa, à la frontière du Texas, la nuit tombe comme un rideau de plomb. Les lumières vacillent, les chiens aboient au loin, et les voitures, banalisées, tournent sans fin autour des mêmes pâtés de maisons. Ici, après minuit, chaque ombre est un tueur, chaque silence une menace, chaque pas un pari avec la mort. C'est dans cette ville fracturée, dévorée par les cartels, qu'un nom circule depuis des années comme un avertissement, un murmure qu'on ne prononce jamais trop fort, la Chucky, une jeune femme au visage juvénile, à peine adulte, mais déjà devenue un mythe de sang, une sicaria du cartel del Golfo, un fantôme capable d'apparaître, de tirer et de disparaître sans laisser de traces. Une légende née dans les ruelles poussiéreuses de Tamaulipas et morte sous les balles comme tant d'autres avant elle. Mais avant de plonger dans cette histoire, dans son ascension, sa violence, ses choix, ses blessures et la nuit où tout a basculé, prends abonner, active la cloche, laisse un like. Car ce récit, celui d'une enfant devenue tueuse dans l'un des territoires les plus dangereux du monde, est l'un des plus sombres que tu entendras. Une histoire vraie, brutale, sans censure, ni embellissement. Et maintenant, on entre dans l'enfer. La scène se déroule à Reynosa, un soir de novembre. Il est un peu plus de 20 heures quand les tirs commencent. Des rafales sèches, précises, claquant contre les murs d'un quartier populaire. Les habitants se jettent au sol, les mères serrent leurs enfants, les rideaux s'abaissent en urgence. Personne ne cherche à comprendre. À Reynosa, la curiosité tue autant que les balles. Dans un carrefour poussiéreux, une camionnette noire ralentit, puis s'immobilise. Des silhouettes armées en descendent. Elles avancent en formation, comme une unité d'assaut improvisée. Leurs armes sont lourdes. AK-47, AR-15, pistolets automatiques. Au sol, une jeune femme gît, ensanglantée, son corps est raide, son souffle faible. Les policiers qui arrivent quelques minutes plus tard savent déjà. Ils reconnaissent le visage. Même tuméfiée, même défigurée par la poussière et les coups, c'est elle, la Chucky, la sicaria du cartel del Golfo. Elle est étendue à même l'asphalte, vêtue de noir, les mains encore crispées, comme si elle tenait une arme invisible. Autour d'elle, les passants murmurent. Des hommes filment. Les autorités confirment. Peu après minuit, la Chucky a été abattue. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Dans les groupes WhatsApp du cartel, dans les prisons, dans les commissariats, dans les quartiers oubliés de Tamaulipas, où les enfants apprennent avant l'âge de 10 ans à reconnaître le son d'un fusil. La Chucky n'est plus. La sicaria la plus crainte de Reynosa vient de tomber. Mais comment une fille née dans la pauvreté, dans l'un des États les plus violents du Mexique, a-t-elle pu devenir un symbole du narco? Comment a-t-elle été recrutée, formée, utilisée, sacrifiée? Et surtout, qui était vraiment la Chucky? Pour comprendre sa mort, il faut revenir au commencement, à son enfance, à sa ville, à cette frontière maudite où les destins dérapent dès la naissance. Car personne ne naît sicario, on le devient. Et Reynosa, plus que n'importe quelle ville, fabrique ses monstres à la chaîne. Ceci est l'histoire de l'une d'entre eux. L'histoire d'une enfant perdue que le cartel a transformée en arme humaine. L'histoire d'une jeune femme qui a vécu vite, très vite, bien trop vite, avant de s'éteindre dans une rue où personne ne devrait mourir. Et ce n'est que le début. Reynosa, une ville posée comme une cicatrice sur la frontière. Un territoire où les rêves n'ont jamais le temps de grandir, écrasé par le fracas des armes et l'odeur du diesel des pick-up du cartel. C'est ici que la Chucky a vu le jour, quelque part entre une maison inachevée et un bout de route brûlé par le soleil. Une enfance sans livre, sans parc, sans avenir. Seulement la survie. Dans son quartier, les enfants ne jouent pas en paz avec des pistolets en plastique. Ils apprennent tôt à reconnaître le bruit des tirs. Comme d'autres apprennent à lire, ils savent quand courir, quand se cacher, quand rester immobile, respirant doucement pour que les pas dehors les oublient. Le cartel est parti, cartel est partout, dans les rires forcés des adultes, dans les regards qui se détournent. Dans les ruelles où les pick-up sans plaques passent trop lentement, la petite Chucky grandit dans ce décor. Une fillette vive, discrète, toujours sur ses gardes. Elle apprend vite que poser des questions peut attirer des ennuis, que l'école n'est pas un refuge.
que l'autorité ne protège personne. À Reynosa, le cartel c'est la loi. Chez elle, les murs sont minces. On y entend tout, les disputes, les pleurs, la radio qui annonce encore un corps retrouvé dans un fossé, le voisin disparu la nuit précédente, sa mère lutte comme elle peut pour préserver un semblant d'innocence. Mais l'innocence ne dure jamais longtemps dans un endroit où les corps s'amoncellent et où les enfants voient bon plus de morts avant 14 ans que d'anniversaires célébrés. La petite découvre tôt la violence. Elle la voit, elle la sent. Elle l'écoute, elle la respire. Elle apprend à vivre avec elle comme on vit avec la chaleur ou la poussière. Puis un jour, tout bascule. Elle a 13 ou 14 ans lorsque son frère aîné disparaît. Un jeune garçon, à peine adulte, happé par le cartel del Golfo, recruté comme guetteur, puis comme transporteur, puis plus rien. Un soir, il ne rentre pas, et personne n'ose demander pourquoi. Le choc est un premier tournant. L'adolescente se renferme. Son regard change. Elle ne pleure pas. À Reynosa, on ne pleure pas. On encaisse. On observe. On survit. La mort de son frère marque sa rupture avec son enfance. Mais elle marque aussi son premier contact indirect avec la machine du cartel. Les hommes qui passaient autrefois devant chez elle avec leurs armes commencent à la saluer. On l'observe, on la jauge, on sait d'où elle vient. Une famille brisée, fragile, vulnérable. Le terreau idéal pour recruter. Dans ces quartiers, les cartels ne recrutent pas. Ils aspirent, ils attirent, ils hypnotisent. L'argent facile, les vêtements neufs, les téléphones. La sensation d'exister dans un monde où la vie ne vaut plus rien. À 15 ans, la Chucky commence à fréquenter un groupe de jeunes liés au cartel del Golfo. Certains vendent du cristal, d'autres servent de guetteurs au carrefour. Tous obéissent sans discuter. Elle est petite, rapide, volontaire. Elle écoute et elle apprend, elle retient. Sa détermination intrigue, sa froideur fascine. Un soir, lors d'une altercation entre deux bandes, elle avance sans hésiter. Elle n'a pas peur. Ou alors elle la dissimule mieux que les autres. Quelqu'un remarque cette absence de recul, cette absence d'enfance. Le lendemain, on vient la chercher. 3 hommes dans un pick-up, vitres teintées, armes visibles. Ils ne lui demandent pas si elle veut venir. Ils lui disent seulement « monte ». Et elle monte, sans un mot. Sans un regard vers sa maison, comme si elle savait déjà que le chemin du retour était fermé. C'est cette nuit-là que naît vraiment la Chucky. Pas la légende, pas la tueuse, pas encore, mais la version d'elle-même qui a compris qu'à Reynosa, mieux vaut tenir une arme que d'être prise pour cible. À partir de là, tout s'accélère. La formation, les premières missions, les premières armes, les premiers cadavres. L'adolescente disparaît, la sicaria apparaît. Et rien ne pourra l'arrêter. Dans les cartels, les tueurs ne naissent pas, ils se fabriquent. Et le cartel del Golfo, installé depuis des décennies dans les entrailles du Tamaulipas, a perfectionné cet art sombre mieux que n'importe quelle armée clandestine. Quand la Chucky entre dans leur monde, elle n'est qu'une adolescente fragile, marquée par les absences, façonnée par les pertes. Quelques mois suffiront pour la transformer en arme. Sa formation commence quelque part dans les outskirts de Reynosa. Un ranch isolé, une maison en béton sans fenêtre, des champs brûlés par la chaleur où résonnent en permanence les tirs d'entraînement. Pour beaucoup, c'est une école de la mort. Pour elle, c'est un refuge. Le premier endroit où elle pense avoir un rôle, une utilité, une valeur. Là-bas, les recrues dorment à même le sol, mangent rarement à leur faim et vivent au rythme des ordres. La discipline est absolue. Le moindre écart se paie par des coups. La moindre erreur peut se solder par la disparition. Les plus jeunes servent de messagers, de guetteurs, de bras pour transporter armes et munitions. Mais certains attirent l'attention. Ceux qui ne tremblent pas, ceux qui observent, ceux qui retiennent, ceux qui n'ont plus rien à perdre. La Chucky fait partie de ceux-là. Dans le camp, on remarque vite la manière dont elle tient une arme, la façon dont elle se déplace, la rapidité avec laquelle elle obéit, et surtout son regard, fixe, déterminé, capable de soutenir celui des chefs sans baisser les yeux. Une fille, dans ce milieu d'hommes, cela intrigue, cela dérange, cela fascine. Elle devient un sujet de discussion, une anomalie, une recrue différente.
un potentiel brut. Très vite, on la rapproche de sicarios plus expérimentés, on lui montre comment charger une arme, comment viser, comment respirer avant de tirer, comment effacer ses traces, comment déplacer un corps, comment écouter avant d'entrer dans une pièce, comment survivre. Tout cela en quelques semaines, à un rythme auquel aucun adolescent ne devrait jamais être confronté. Les premiers tests arrivent. Une livraison, un guet-apens, une voiture à récupérer, une maison à surveiller. Elle ne trébuche jamais, elle ne pose pas de questions, elle ne montre aucune émotion. Le cartel aime ce genre de recrues, docile, efficace, invisible. Et puis vient la première fois, la première mission où l'arme doit réellement être utilisée. Un homme, un traître, un message à envoyer. Ils sont 3 ce soir-là dans le pick-up. La Chucky est assise à l'arrière. On lui donne une arme, une simple instruction. Tu tires quand on te dit de tirer. La voiture s'arrête. L'homme est là, à genoux, les mains liées dans le dos. Il respire fort, il supplie. Le vent emporte ses mots, mais les ordres, eux, sont clairs. Elle s'avance. On pose une main sur son épaule. On lui place le canon entre les mains. On murmure. Maintenant, elle tire un coup, puis un autre, encore un, jusqu'à ce que le corps s'effondre complètement. Il n'y a pas de cri, pas de tremblement, pas de recul. Elle respire profondément, comme si un poids venait soudain de se libérer. Ses supérieurs se regardent. Aucun ne dit un mot, ils n'ont pas besoin. Elle vient de prouver ce que beaucoup soupçonnaient, cette fille n'a pas peur de tuer. À partir de là, tout change. On lui donne un surnom. Un nom qui colle à sa peau, inspiré par les films d'horreur, par son côté imprévisible, par la vitesse avec laquelle elle frappe. La Chucky. Comme la poupée meurtrière, petite, rapide, dangereuse. Le nom se répand vite. Dans les rues, dans les radios clandestines, dans les messages cryptés, chez les États, chez le CDG, chez les forces spéciales qui surveillent la frontière. Une fille, encore mineure, déjà capable d'abattre un homme sans cligner des yeux. Une anomalie devenue atout, une recrue devenue soldat. Le cartel la garde près de lui. On lui confie des missions plus importantes, des exécutions discrètes, des enlèvements rapides, des opérations de nuit. Elle gagne du prestige, elle gagne des ennemis. Elle gagne une réputation. Dans les rues poussiéreuses de Reynosa, un murmure commence à circuler. La Chucky Nofala. La Chucky ne rate jamais, ce n'est plus une adolescente. C'est une ombre, une arme vivante, une légende en formation. Et l'histoire ne fait que commencer. Dans le monde du narcotrafic, les ascensions rapides n'existent pas. Elles n'arrivent que pour 2 types de personnes. Ceux qui sont prêts à tout et ceux qui n'ont plus rien à perdre. La Chucky appartient aux 2 catégories. Après ses premières missions réussies, son nom commence à se propager au sein du cartel del Golfo. D'abord comme une rumeur, puis comme un avertissement, enfin comme un symbole. Dans les safe houses du CDG, on raconte qu'elle exécute sans hésiter, qu'elle se faufile dans les ruelles comme une ombre, qu'elle tire avec une précision presque surnaturelle pour quelqu'un de son âge. On exagère, on amplifie, on invente, mais dans les cartels, les légendes sont des armes. Elles inspirent la peur autant que les balles. Elle devient l'une des sicarias les plus utiles du groupe. Pas parce qu'elle est la plus forte, pas parce qu'elle est la plus expérimentée, mais parce qu'elle est devenue quelque chose d'encore plus précieux, un mythe vivant. Et les cartels adorent les mythes. On lui confie désormais des missions que peu de recrues obtiennent. Les opérations limpieza, le nettoyage, éliminer les rivaux, les traîtres, les informateurs. Faire le travail que personne ne veut faire. Le travail qui laisse des traces invisibles mais indélébiles dans la tête. Elle obéit, toujours. Sans poser de questions, sans cligner des yeux. Son efficacité impressionne les chefs. Certains voient en elle un outil parfait, un visage jeune, presque innocent, qui peut s'approcher sans éveiller les soupçons. D'autres se méfient. Dans cet univers d'hommes, l'idée qu'une fille, jeune, imprévisible, puisse surpasser des vétérans dérange l'ordre établi. Alors on la teste encore et encore. On la place en première ligne. On la met face au danger, on la pousse jusqu'à l'épuisement, mais elle ne rompt jamais, au contraire, elle excelle,
Avec le temps, elle devient la sicaria qu'on envoie quand il faut frapper fort et vite. Une mission de nuit, on l'appelle. Un ennemi repéré dans un bar, on l'envoie. Un message à faire passer dans un quartier rival, on la choisit. Sa présence suffit à intimider. Sa réputation fait le travail avant même que l'arme ne soit levée. Peu à peu, son rôle évolue. Elle ne se contente plus d'exécuter, elle supervise. Elle coordonne. Elle observe. Dans les safe houses, les autres sicarios la regardent avec un mélange de respect et de crainte. Car beaucoup savent que ceux qui travaillent avec elle peu survivent longtemps. Les autorités, elles aussi, commencent à parler de cette jeune femme. Les rapports internes mentionnent une adolescente impliquée dans plusieurs homicides. Les policiers la surnomment la Niña Fantasma, la fillette fantôme. Une tueuse difficile à identifier, encore plus difficile à localiser. Mais c'est sur les réseaux sociaux que son mythe explose. Des vidéos floues, des photos volées, des messages cryptés accompagnés de son surnom. Son nom circule sur TikTok, WhatsApp, Facebook. Des comptes anonymes publient des extraits de fusillades, des hommages, des montages sordides, comme si la mort elle-même devenait un produit à consommer. Pour les jeunes du quartier, la Chucky devient un modèle brutal, une preuve vivante qu'on peut passer de l'oubli à la notoriété sans jamais quitter la rue. Dans les écoles abandonnées, des enfants de 10 ans imitent sa démarche, répètent son nom, racontent qu'elle est imbattable. Dans une ville où l'avenir est une illusion, elle devient un repère, un exemple, un avertissement. Elle, pourtant, ne demande rien. Elle avance sans se retourner. Elle vit au rythme des ordres. Elle dort peu. Elle mange vite. Elle sait que sa vie ne tient à rien. Elle sait que tout peut s'arrêter d'un jour à l'autre, car dans les cartels, on ne vit pas, on expire lentement. Mais la Chucky ne recule jamais. Sa place monte. Son influence s'étend. Son nom fait trembler les barrios. Et avec l'ascension vient l'inévitable. La jalousie, la méfiance, les rivalités internes. Le cartel del Golfo, comme tous les cartels, n'est pas une famille. C'est un champ de mines. Chaque allié peut devenir un ennemi. Chaque victoire attire les regards. Chaque réussite est une menace. La Chucky ne le sait pas encore. Ou peut-être qu'au fond, elle le sait très bien. La montée fulgurante attire toujours la chute, et la sienne sera brutale. La frontière entre Reynosa et McAllen n'a jamais été un simple trait sur une carte. C'est une ligne de feu, un champ de bataille où les cartels s'affrontent depuis plus de 20 ans pour un pouvoir qui change de main comme une arme encore chaude. Lorsque la Chucky atteint son apogée au sein du cartel del Golfo, la guerre est déjà totale. Le CDG se déchire de l'intérieur, des factions rivales émergent. Les chefs changent, les alliances s'effondrent. Et dans l'ombre, les anciens États rôdent encore, prêts à frapper dès qu'une faille se présente. Dans ce chaos permanent, la jeune sicaria devient un pion essentiel. Elle connaît le terrain, elle connaît les codes, elle connaît les chemins de contrebande, les safe houses, les voitures surmaquillées, les routes où les autorités ferment les yeux. Elle est rapide, efficace, introuvable. Mais surtout, elle a quelque chose que les autres n'ont pas, une absence totale de peur. Elle traverse Reynosa en moto, le visage couvert, armée jusqu'aux dents. Elle connaît l'odeur du sang, le poids du métal, les cris qui s'étouffent avant de devenir des souvenirs. Elle n'a plus de frontières, plus d'âge, plus de limites. Et c'est précisément ce qui attire l'attention des factions les plus violentes du CDG. À partir de là, tout s'accélère encore. Les missions se multiplient, les risques aussi. La Chucky devient un outil dans les luttes de pouvoir interne, une arme humaine utilisée par certains chefs pour en éliminer d'autres. Elle participe à des attaques nocturnes, elle prend part à des embuscades, à des interceptions de véhicules, à des enlèvements, à des exécutions silencieuses. Dans les quartiers du centre, on raconte qu'elle peut abattre un homme en pleine rue et disparaître en moins de 30 secondes, qu'elle n'hésite jamais, qu'elle ne discute pas les ordres. Mais cette efficacité a un prix. Elle commence à accumuler des ennemis, des rivaux dans son propre camp, des traîtres qu'elle a laissés à peine vivants, des familles qui veulent se venger, des policiers corrompus qui ont perdu des profits à cause d'elle, des États qui veulent sa tête comme trophée.
Peu à peu, son nom devient trop lourd, trop voyant, trop dangereux. Le CDG est un organisme qui dévore ses propres membres dès qu'ils deviennent trop puissants. Et la Chucky, malgré son jeune âge, devient un problème. On commence à la surveiller, on limite ses missions, on la garde à distance, elle le sent, elle le voit. Elle comprend que quelque chose a changé. Dans les safe houses, les regards se font plus froids, les ordres deviennent plus flous, les réunions se déroulent sans elle. Les chefs se parlent à voix basse lorsqu'elle entre dans une pièce. Elle sent la trahison approcher. À Reynosa, personne ne vit longtemps avec une réputation comme la sienne. Un soir, elle disparaît plusieurs heures. Certains disent qu'elle a échappé à une embuscade du cartel rival. D'autres murmurent qu'elle a vu de ses propres yeux des hommes de son propre groupe essayer de la livrer. La vérité se perd dans les rumeurs. Mais une chose est certaine, à partir de ce jour, la Chucky sait qu'elle n'est plus protégée. Les narcos n'ont pas d'amis, ils n'ont que des alliances temporaires. Et l'heure de sa solitude vient de sonner. Elle se met à dormir ailleurs. Ailleurs chaque nuit. Elle change de téléphone. Elle coupe le contact avec certaines personnes. Elle se déplace avec une arme collée à sa taille, même pour aller chercher de quoi manger. Son cercle se réduit, son monde rétrécit, son destin se referme. Elle n'a plus d'avenir dans le cartel. Et dans un cartel, quand on n'a plus d'avenir, on n'a que deux options. Fuir ou mourir. La Chucky ne fuit pas. Elle reste, par fierté, par fatigue, par habitude, ou peut-être parce qu'au fond, elle le sait, la mort est déjà en chemin. Elle ne sait pas quand, elle ne sait pas où, elle ne sait pas qui tirera le premier. Mais elle sait que sa fin sera brutale, comme celle de ceux qui l'ont précédée, comme celle qu'elle a infligée. Et cette guerre qui l'a faite naître est sur le point de la dévorer. À Reynosa, la mort ne se promène jamais seule. Elle avance en convoi, fenêtre baissée, fusil sorti, moteur prêt à rugir au moindre signal. Quand la Chucky devient une cible, tout le monde le sait avant elle. Les murmures se propagent plus vite que les balles. Une rumeur, un message vocal anonyme, un regard qui dure une seconde de trop. Dans une ville où les murs ont des oreilles et les ombres des armes, cela suffit pour comprendre que quelque chose de sinistre se prépare. La Chucky, elle, sent la tension. Elle sent les regards de ses propres camarades se durcir. Elle sent le cartel changer autour d'elle, comme si l'air lui-même lui devenait hostile. Le CDG n'a jamais toléré les éléments incontrôlables. Les sicaires trop visibles, trop médiatisés, trop imprévisibles finissent toujours de la même façon, exécutés ou livrés aux autorités. Et la Chucky est devenue un problème public. Son visage circule sur des forums du narco, des photos d'elle armée jusqu'aux dents apparaissent sur des comptes anonymes. Son surnom est scandé dans des vidéos TikTok tournées par des adolescents fascinés. Les autorités, elles, ont commencé à lui donner un statut officieux, sicaria prioritaire. Trop de sang, trop de chaos, trop de visibilité. Le cartel le sait, un soldat qui devient un symbole finit toujours par attirer les foudres de l'État et de ceux qui envient sa place. Les chefs décident donc d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Un soir, la Chucky reçoit un message. Présente-toi à la maison de sécurité, seule. Mission urgente. Elle lit le message 2 fois. Quelque chose cloche. Elle connaît trop bien la manière dont les cartels annoncent les exécutions déguisées. Mais elle y va quand même. Par loyauté, par entêtement, par fatalisme. Ou peut-être simplement parce qu'elle n'a pas d'endroit où aller. La Safe House se trouve dans les rues poussiéreuses de la Colonia Almaguer, un lieu où les maisons sont si proches que l'on pourrait entendre une exécution à l'intérieur sans que personne ne s'en mêle. C'est le genre d'endroit où l'on vit en silence et où l'on meurt sans témoin. Quand elle arrive, la maison est trop calme. Aucun guetteur, aucun mouvement, aucun bruit. Juste la lumière faible d'une ampoule qui semble hésiter à rester allumée. La Chucky garde la main sur son arme. Elle avance lentement. Chaque pas résonne comme s'il cherchait à la prévenir « Ne rentre pas ». Mais elle continue. Quand elle pousse la porte, elle ne voit que 2 choses. Une chaise vide au milieu de la pièce et une ombre au fond du couloir. La voix qui lui parle n'est pas celle qu'elle attendait. Ni celle d'un chef, ni celle d'un commandant de zone. C'est une voix qu'elle n'a jamais entendue. Assieds-toi, on doit parler. Elle ne s'assied pas, la discussion dure moins d'1 minute.
La menace, elle, est claire. Soit elle se rend utile une dernière fois, soit elle disparaît. On lui propose une mission suicide, une attaque impossible contre une faction rivale, une opération planifiée pour ne pas laisser de survivants, surtout pas elle. C'est la manière du cartel. On ne tue pas toujours directement. Parfois, on laisse le monde s'en charger. La Chucky ne répond pas. Elle quitte la maison sans un mot, en silence, avec la certitude que quelqu'un, quelque part, a déjà signé son arrêt de mort. Les jours suivants, elle vit comme un fantôme. Elle dort dans des maisons abandonnées, change de rue chaque nuit, garde son arme à la main même en s'endormant. Dans Reynosa, la peur est naturelle. Mais ce qu'elle ressent, elle, n'est pas la peur, c'est une lucidité glaciale. Tout est terminé. Elle le sait, les sicaires le savent, le cartel le sait, la ville entière le sait. La Chucky n'est plus protégée. Elle n'est plus utile. Elle n'est plus qu'un nom sur une liste qu'on efface avec du plomb. La chasse commence vraiment le samedi 9 novembre. Des camionnettes sans plaques tournent dans la Colonia. Moteur au ralenti. Les habitants se barricadent, les chiens se taisent, l'air devient lourd. Quelque chose va se produire. Les voisins la voyant courir, entrer et sortir de plusieurs maisons, changer de direction, vérifier sans cesse si elle est suivie. Elle sent la mort, elle la reconnaît. Elle l'a trop vue pour se tromper. Et puis tout s'arrête. Le bruit d'un moteur, un pick-up blanc. Des silhouettes armées. Elle n'a même pas le temps de lever son arme. La rue s'illumine sous les rafales. La Chucky s'écroule sans un cri. Son corps roule au sol. La poussière retombe. Les balles cessent. Les sicaires repartent comme ils sont venus. Silencieusement, méthodiquement, professionnellement, et la jeune femme, celle qui avait défié le cartel, la police, la ville, le monde entier, reste seule au milieu de la rue, sans témoin pour raconter sa version de l'histoire. Elle avait 23 ans, à peine. Le cartel d'El Golfo ne revendique rien. Il ne dément rien non plus. La version officielle parle d'un affrontement avec les autorités. La version des habitants parle d'une exécution interne. La version des réseaux parle de trahison. La vérité, elle, disparaît comme la fumée d'une arme encore chaude. Dans cette ville, les morts ne parlent pas. Et les vivants mentent pour survivre. Mais une chose est certaine. La Chucky n'a pas été tuée par hasard. Elle a été supprimée parce qu'elle savait trop. Parce qu'elle était devenue incontrôlable. Parce qu'elle était devenue un symbole. Et les cartels n'aiment pas les symboles. Ils les brûlent. Ils les enterrent, ils les effacent. Reynosa s'était réveillée ce matin-là avec une odeur étrange dans l'air, un mélange de poussière, de diesel et de présage. Dans les colonnes d'air brûlant qui ondulaient au-dessus des rues, on aurait dit que la ville retenait son souffle. Les habitants l'avaient senti, les commerçants du centre aussi, même les chiens errants aboyaient différemment. Quelque chose allait se passer, et ce quelque chose portait un nom répété à voix basse entre les façades trouées de balles, la Chucky. La rumeur disait qu'elle n'avait pas dormi depuis 2 jours, qu'elle avait changé de safe house 3 fois en 24 heures, qu'elle croyait voir des silhouettes derrière chaque fenêtre, qu'elle sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Même les tueurs ont des intuitions, et parfois ces intuitions arrivent trop tard. Les derniers pas. Le matin du 10 novembre 2025, la Chucky quitte une maison de Reynosa, située dans une rue poussiéreuse du quartier Puerta Grande. Des témoins raconteront plus tard qu'elle semblait nerveuse, qu'elle regardait autour d'elle comme un animal traqué. Elle n'était pas venue seule. 3 hommes du CDG l'accompagnaient, 2 dans une voiture, un autre à pied, chargé de repérer les patrouilles. À cet instant précis, elle ignore 2 choses. Les marines ont localisé son véhicule. Quelqu'un dans son propre clan a parlé. Le piège était déjà refermé. Le repérage. Une camionnette blanche des forces spéciales avançait lentement sur la rue principale. À l'intérieur, des soldats du GAF observaient les façades, les antennes, les fenêtres. Leur cible était mince, rapide, imprévisible. Ils le savaient. Mais ce matin-là, ils savaient aussi qu'elle n'avait nulle part où aller. Un hélicoptère rôdait au-dessus. Silencieux malgré ses pales. Son rôle, bloquer tout de suite. Les marines n'étaient pas venus pour capturer. Ils étaient venus pour neutraliser. Et Reynosa, une fois de plus, allait devenir un théâtre de guerre. La fusillade.
Il était un peu plus de 11 heures lorsque l'équipe d'intervention aperçoit le convoi de la Chucky. La voiture grise, les vitres teintées, la plaque maquillée. Elle tourne au coin d'une rue. Les marines accélèrent, un témoin racontera plus tard. J'ai entendu un bruit comme un tremblement, puis tout a explosé. La première salve vient des marines, un tir propre, calculé, destiné à stopper le véhicule. La voiture dérape. Le chauffeur tente une manœuvre, mais il n'a pas le temps de finir son geste. Les tirs pleuvent. Métalliques, méthodiques, dévastateurs. La Chucky ouvre la portière. Elle tente de courir, mais son arme s'enraye. Le sol tremble sous ses pas. Elle fait 3 mètres. 4 au maximum. Puis vient l'instant où tout bascule. Un soldat tire. Une seule balle, une seule. Et la légende de la Chucky s'effondre sur le bitume brûlant de Reynosa. Le masque tombe, elle avait 24 ans. Son règne avait duré moins longtemps que ses cauchemars. Autour d'elle, ses 3 compagnons sont neutralisés. Le bruit de la fusillade se dissipe. Les marines s'approchent. Ils confirment l'identité. Et alors, seulement alors, les radios grésillent. Objetivo confirmado. La Chucky n'est plus. Son histoire s'arrête au milieu d'une rue anonyme, dans une ville habituée à la mort. Mais quelque chose, ce jour-là, a changé. L'après. Dans les heures qui suivent, les réseaux sociaux s'embrasent. Son nom devient tendance au Mexique. Certains l'insultent, d'autres l'admirent. Beaucoup s'étonnent qu'une femme aussi jeune soit devenue l'une des tueuses les plus craintes du cartel del Golfo. Son visage tourne en boucle. Ses vidéos ressurgissent. Son rire aussi. Ce rire nerveux, presque enfantin, qui contraste avec les armes qu'elle tenait en main. Mais à Reynosa, les réactions sont différentes. Les habitants ferment leurs portes plus tôt, ils parlent moins fort. Ils savent que la mort d'une sicaria de ce niveau est rarement la fin d'une histoire. Souvent, c'est le début de représailles, le silence qui suit les guerres. Après l'opération, la ville reste figée pendant plusieurs heures. Pas un tir, pas une sirène, pas un moteur de pick-up chargé de sicarios, juste un silence étrange. Un silence lourd, un silence qui dit « quelque chose se prépare ». Les clans du CDG se réunissent. Certains accusent les marines, d'autres accusent les rivaux, d'autres encore accusent les leurs. Car dans le monde des cartels, on ne tombe presque jamais par hasard. La Chucky le savait, elle le craignait. Et ce matin-là, elle avait raison. La vérité, celle qui ne s'écrit jamais dans les rapports officiels, les autorités parleront de neutralisation, opération tactique, victoire contre le crime organisé. Mais dans les rues, d'autres versions circulent. On dit qu'elle s'était rebellée contre son équipe, qu'elle avait désobéi, qu'elle avait demandé trop. Ou pire encore, qu'elle savait quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Dans l'ombre, des chefs souriants. D'autres se revendiquent déjà prêts à prendre la relève. Une place est libre désormais. Et dans les cartels, un vide ne dure jamais longtemps. Pourquoi sa mort a marqué le pays? Parce qu'elle représentait un phénomène rare. Une femme qui avait brisé toutes les règles du monde narco. Elle ne venait pas d'une famille puissante. Elle n'avait pas de surnom hérité d'un ancien capot. Elle n'avait pas d'alliance politique. Elle s'était faite seule, à coups de violence, à coups de rage, à coups de décisions brutales. Et c'est précisément cela qui la rendait dangereuse. Parce que les tueurs solitaires sont impossibles à contrôler. Mais ce que l'histoire retiendra surtout, c'est qu'elle n'a jamais eu le temps de devenir ce qu'elle voulait être. Elle rêvait d'ascension, mais n'a connu que la fuite. Elle rêvait de pouvoir, mais n'a récolté que la peur. Elle rêvait de respect, mais n'a obtenu que la mort. La Chucky a vécu vite, trop vite. Elle est morte jeune. Trop jeune. Et dans les ruelles brûlantes de Reynosa, les enfants qui prononcent son nom ne savent pas encore qu'ils risquent de suivre ses traces. Parce que dans ces territoires oubliés, les légendes meurent, mais les mythes, eux, ne disparaissent jamais. La nuit tombe sur Reynosa. Une nuit lourde, chaude, presque oppressante. Les rues vibrent encore du souvenir des tirs. Les habitants ont fermé leurs portes, tiré les rideaux, éteint les lumières, personne ne veut être dehors ce soir. Et au milieu du silence, un nom continue de flotter. Un nom murmuré comme une légende maudite, la Chucky, l'après-Chucky,
le vide et la peur. D'habitude, lorsqu'un sicario de haut rang tombe, les représailles sont instantanées. Des pick-up armés sillonnent dans les rues, les cartels se mobilisent, les clans se préparent. Mais après sa mort, rien. Un silence étrange, inquiétant, presque sacré. Comme si le cartel lui-même retenait son souffle. Les lieutenants du CDG se réunissent dans des maisons abandonnées, des hangars poussiéreux, des pièces éclairées par une seule ampoule. Ils chuchotent, ils se méfient. Personne ne sait qui a réellement trahi. Personne ne sait si les marines ont agi seuls ou si quelqu'un dans l'ombre a donné l'ordre de la livrer. Dans le monde des cartels, la vérité n'existe que dans la bouche du dernier survivant. Le visage derrière le monstre, les journaux parleront d'elle comme d'une tueuse sanguinaire. Les réseaux diront qu'elle méritait ce qui lui est arrivé. Les autorités décriront son élimination comme une victoire. Mais son histoire, la vraie, est plus complexe. La Chucky, avant de devenir un démon, était une enfant de Reynosa. Elle a grandi dans les mêmes ruelles que des milliers d'autres. Elle a vu les mêmes guerres, les mêmes morts, les mêmes promesses brisées. Elle a vu les autorités abandonner ses quartiers. Elle a vu les cartels offrir ce que l'État ne donnait jamais. De l'argent, une appartenance, une identité. Beaucoup n'auraient pas résisté. Elle a plongé. Et dans sa chute, elle est devenue l'un des visages les plus redoutés du cartel del Golfo. Ce que sa mort révèle. Quand une femme comme la Chucky apparaît dans l'univers narco, cela en dit long sur la réalité sociale qu'il a créée. Sa vie raconte la pauvreté extrême, l'absence totale d'opportunités, l'effondrement de l'État, l'impunité chronique, l'attraction du pouvoir et la fascination macabre que provoque la violence. Mais sa mort raconte autre chose. Elle révèle une vérité brutale. Dans les cartels, même les monstres sont sacrifiables. Même les plus violents ne contrôlent rien. Même les plus redoutés finissent seuls, trahis, effacés. La Chucky, malgré son aura, n'était qu'un pion. Un pion qui a cru pouvoir devenir reine. La légende n'est pas morte. À Reynosa, certains jeunes murmurent son histoire comme un conte interdit. Ils répètent ses surnoms, ils imitent ses poses, ils partagent ses vidéos comme des trophées numériques. C'est le paradoxe tragique des cartels. Les morts nourrissent le mythe, les mythes nourrissent les vocations nourrissent la guerre, et ainsi le cycle recommence. Le dernier hommage, celui qui dérange. Dans un couloir d'une morgue anonyme, son corps repose sous un drap blanc. Pas de fleurs, pas de famille, pas de larmes visibles. Elle avait 24 ans. Elle portait un fusil d'assaut avec plus d'aisance qu'une plume. Elle avait appris à tuer avant d'apprendre à vivre. Et dans quelques heures, la ville aura déjà tourné la page. Parce que dans les territoires dominés par la violence, les morts ne laissent pas d'empreinte. Seuls les vivants continuent de trembler. Et maintenant, le cartel del Golfo doit remplacer la Chucky. Un autre visage émergera, plus jeune, plus impitoyable, plus désespéré. Les cartels ne disparaissent pas, ils se régénèrent. Ils se nourrissent de la misère, ils se renforcent dans le chaos. Mais il est essentiel de comprendre une chose. Chaque Chucky est le produit d'un monde qui l'a abandonné. Chaque monstre a d'abord été un enfant effrayé. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si tu veux découvrir d'autres histoires vraies, d'autres trajectoires brisées, d'autres guerres invisibles, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like pour soutenir le travail de recherche et d'écriture. Ton soutien aide à révéler ce que beaucoup préfèrent cacher. Parce que tant que ces histoires ne sont pas racontées, d'autres Chucky naîtront dans l'ombre. Et parfois, raconter, c'est déjà résister.